This episode of Underdogs in Africa is sponsored by EFT Corp. EFT Corp is a leader in payment solutions across Africa. With over 20 years of experience, they specialize in enabling end-to-end digital transactional services for financial institutions, retail clients, and more across the continent. You can catch them on www.eftcorp.com and on LinkedIn as EFT Corporation. Thanks to EFT for backing our show and supporting the stories we bring to you in our Season 2 kickoff. Now, let's dive into the episode. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 du podcast Underdogs in Africa, l'édition en français. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé en train de tourner avec mon invité qui est une spéciale guest. Je la qualifie vraiment de la woman in tech la plus pétillante de la région. C'est une serial entrepreneur, c'est une ingénieure logicielle. Elle est aujourd'hui CEO de sa propre boîte Solimi. Et au-delà de tout ça, elle est vraiment passionnée de l'inclusion financière. Elle utilisait déjà l'intelligence artificielle il y a plus de 7 ans pour résoudre des problèmes et bien avant que tout ça ne devienne un buzz. Sa première motivation, c'est vraiment de créer des solutions pour améliorer le quotidien des Togolais et des Africains en général. Et voilà, je suis plus qu'honorée de l'avoir. Merci Gaëlle d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, merci beaucoup à toi. Et je n'ai pas de mots déjà avec cette présentation qui m'honore. Donc, je te remercie pour ça. Et merci de m'avoir invité dans ton podcast qu'on tourne aujourd'hui à Lomé. Je t'en prie. Alors, Gaëlle, ton parcours est quand même impressionnant. Tu t'es parti, tu vas me dire, hein, tu es parti de Lomé à Casa, à la Silicon Valley, tout ça. Raconte-nous un tout petit peu comment tu es arrivé là. Très bien. Alors, pas Lomé, plutôt Cara. Plutôt Cara. Que j'ai fait... J'ai pensé à ça. J'ai effectivement pensé à ça. Parce que j'ai d'abord fait le collège Aminata Cara et après mon bac, je suis partie au Maroc, effectivement, où j'ai étudié l'ingénierie en informatique. Et donc, j'ai même vu Hackathon Go. Là, ça m'a rappelé mes années d'étudiante parce que quand j'étais étudiante, je faisais les hackathons presque chaque week-end. J'étais passionnée à l'idée de voir que, parce que j'apprenais à l'école, dans une école d'ingénieurs, il y a beaucoup de management qui vient avec et la pratique, on la sentait plus lorsqu'on était dans les hackathons puisque en 2 jours, on devait sortir une application qui est fonctionnelle. Et donc, presque chaque week-end, je le faisais. Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai cofondé ma première start-up, bien avant que justement l'IA ne devienne un phénomène aujourd'hui, qui était spécialisée dans l'IA conversationnelle. Et donc, on a développé faut dire qu'on était encore étudiants et on était face, en fait, à des entreprises déjà établies. Et donc, c'était, on va dire, une sorte d'open innovation qui était hostée par le groupe Attijari Wafa Bank au Maroc. Et donc, on avait remporté ça dans la section intelligence artificielle. Et donc, on a eu notre premier client avant d'aller créer l'entreprise. Wow. Et donc, après, quand on a créé l'entreprise, c'était vraiment une magnifique expérience. Ensuite, du côté du client, il y avait beaucoup de changements de project manager à l'intérieur. Ça faisait que ça avançait pas trop, mais on avait déjà déployé une première version. Et donc, si je dois donner un résumé par rapport en fait, à cette expérience-là, je dirais que c'est beaucoup plus une learning experience, cette première start-up-là. On en a vu vraiment des vertes et des parmures. Bien sûr. Mais c'était vraiment intéressant. Et après, je devais soutenir mon mémoire de fin d'études. La start-up continuait, donc je faisais l'école start-up. Mais j'étais passionnée par les paiements. Et il n'y avait pas d'école de monétique là-bas. Et même en Afrique, je pense que c'est rare, en fait, d'école vraiment de monétique. Et j'étais vraiment passionnée à savoir comment est-ce que j'applique, du coup, l'informatique à l'argent. Et donc, c'est comme ça que je rentre à HPS, un des leaders dans les paiements électroniques dans le monde. Et donc, je commence pour faire 6 mois de stage pour soutenir mon mémoire de fin d'études. Et donc, 1 mois après, ils veulent me garder parce que j'étais vraiment intéressée à la chose. Et donc, je finis, je soutiens. Et donc, je prends un petit temps pour me reposer un peu. Et après, j'intègre le groupe HPS pour vraiment apprendre. C'était vraiment pour apprendre puisque j'avais d'autres objectifs, en fait, après ça.
Et donc, j'apprends beaucoup de tout ce qui est monétique, de tout ce qui est paiement électronique, toute la chaîne de valeur monétique. C'est là où je rentre aussi en contact avec plusieurs banques, puisque les clients de HPS, ce sont les banques. Il y a aussi les réseaux avec qui je suis rentrée en contact, et ce qui va me servir vraiment, vraiment plus tard. Et donc, durant mon parcours à HPS, ils organisent alors un bootcamp qui unissait les collaborateurs locaux, enfin les collaborateurs internes de la boîte, plus des startups extérieures, pour pouvoir discuter ensemble et voir comment est-ce qu'on peut proposer des solutions basées sur l'IA, la blockchain, d'autres technologies, pour innover un petit peu certains challenges que HPS avait énumérés à l'époque. Et donc, c'est comme ça que dans ma team, on propose une solution basée sur l'IA pour gérer le scoring, demande de crédit, etc. Et donc, on a été premier. Et c'est comme ça que je vais à la Silicon Valley. Parce que le premier devait avoir une immersion à la Silicon Valley. Et donc, où je pars voir comment est-ce que ça travaille à Facebook, à Google, à YouTube, à LinkedIn. C'était vraiment un mois d'août assez intense. Quand même, un mois. Et intéressant. Enfin non, c'est 2 semaines, mais c'était pendant le mois d'août qui était... c'était un mois d'août qui était assez intéressant et intense. Et donc, je sors de là avec vraiment une ouverture d'esprit encore plus grande. Déjà que j'étais déjà bien ouvert en termes d'esprit, mais avec les parts que j'ai mis là-bas. On connaît tous un petit peu ce que représente la Silicon Valley. Surtout que c'était un peu mon rêve. Surtout quand je démarrais l'informatique, c'était un peu le rêve de tout étudiant d'aller à la Silicon Valley, etc. Mais le fait d'être allé là-bas m'a permis de savoir une chose. J'ai eu des opportunités pour travailler pendant qu'on était en immersion, mais j'ai pas eu... Tout de suite, j'ai su que c'est pas un endroit où j'ai envie de m'établir pour travailler. Par contre, juste avoir l'expérience de voir comment est-ce que ça marche, puiser ce que j'ai envie de puiser, et puis repartir d'où je venais. Et après, je retourne au Maroc. Je continue mon bout de chemin. Il faut savoir que quand je démarre à HPS, j'ai une date limite pour sortir de là, parce que tout ça rentrait dans une certaine vision que j'avais déjà. Et avec quelques allers-retours que je faisais au pays, j'étais très frustrée vraiment par rapport aux services financiers en fait, qui étaient mis à disposition de façon générale. Et donc, je continue mon bout de chemin à HPS, et je vois en même temps comment est-ce que je peux utiliser cette expérience-là pour pallier à tout ce qui me frustre, en fait. Et je n'étais pas la seule qui était frustrée par tout ça. Et j'avais donc d'autres amis, enfin, on va dire toute la population presque est un peu frustrée quelque part. Et donc, c'est comme ça qu'en fin 2020, dans mes recherches de mise en place donc, de Solimi à Lomé, je tombe sur toi. Et il faudrait vraiment que je raconte ça, parce que je recherche comment est-ce que je peux faire les cartes depuis le Togo sans être une banque, etc. Exactement. etc. Et donc, je tombe sur une boîte qui s'appelait Tutuka, et j'envoie un mail au niveau de Contact Me. Je ne savais même pas que vous allez répondre, parce que généralement, quand on écrit au niveau des sites, généralement, ça ne répond pas. Ça prend du temps, ou soit ça ne répond pas du tout. Ça prend vraiment du temps. Et bizarrement, enfin, je pense que les heures qui ont suivi, je vois ta réponse, OK, on fait un call tout de suite, et puis c'est parti. Et en fait, je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, Solimi a d'abord marqué ses pas avec Orabank, qui est notre première banque partenaire, on va dire, aussi en grande partie grâce à toi, parce que vraiment, tout de suite, tu as pris Solimi, tu t'es investi, c'est-à-dire que c'était aussi pour toi, c'était pour le Togo, et donc tu n'as vraiment ménagé aucun effort, mais vraiment, malgré qu'on n'existait même pas encore, c'est maintenant qu'on va créer la chose, c'est maintenant qu'on est en train de penser à mieux peaufiner les idées, et tu nous as été, mais d'une grande aide que je ne sais même pas si tu mesures un petit peu l'aide dont tu nous as fait preuve. Et donc, c'est comme ça qu'on contacte Visa et qui accepte. Donc, Visa était notre premier partenaire avant même les banques, qui nous introduit auprès de 2 banques, Orabank et Ecobank. Et après,
Orabank accepte tout de suite parce que c'était tombé chez, je pense, Amos Colombie qui attendait ça. Exactement. Et donc, tout de suite, qui accepte. Je pense qu'on a même fait une réunion avec lui. C'est ça, on avait fait en plein congé. On a essayé de trouver un petit moment pour le voir. Et donc, Amos, il me dit, oui, c'est possible, en 2 semaines même, c'est possible de faire ça. Mais après, c'est pas vraiment 2 semaines. Ah, mais bien bon. sûr, il va pas te dire ça. Mais c'était vraiment intéressant. Et EcoBank n'a pas vraiment pris au sérieux. Mais il faut savoir que dès qu'on a signé avec Orabank et qu'on a commencé, tout de suite, ils ont couru aussi derrière nous pour... pour qu'on signe. Et donc, on a aussi aujourd'hui EcoBank comme banque partenaire avec lequel on a enable un produit spécifique. Je pense que je reviendrai peut-être en détail sur ça. J'ai un peu brossé. Bien sûr, tu as tout brossé. Et moi, j'aimerais aussi revenir sur notre rencontre. Franchement, tu vois, la frustration, on la partage. La frustration de voir tout ce qui existe, même pas en Occident, bien sûr, mais dans des régions comme dans l'Afrique australe, dans l'Afrique de l'Est, voir que ça n'existe pas chez nous. Ouais. Et voilà, qu'on ne peut pas vraiment profiter alors qu'il y a le besoin, alors qu'il y a la majorité de la population, par exemple, qui contribue au PIB du pays, qui est dans l'informel. Alors j'aimerais, Gaëlle, quand même revenir sur notre rencontre, parce que pour moi, c'était aussi... Tu as parlé de frustration, c'est quelque chose que je ressentais vraiment beaucoup, non seulement d'un point de vue personnel, parce que on n'a pas les mêmes services financiers qu'on peut voir en Afrique australe, en Afrique de l'Est, on n'a pas les mêmes en Afrique de l'Ouest et encore plus au Togo. Et quand on sait que la plus grande partie, par exemple, de la population qui contribue énormément au PIB est dans le secteur informel, n'est pas inclus forcément dans cet écosystème-là de paiement. Donc, c'est vraiment frustrant. Et en tant que professionnel également, moi, j'avais tout le temps des fintechs qui venaient vers moi, tout le temps des banques, tout le temps des projets. Je pilotais des projets à travers l'Afrique. Mais au grand jamais, je n'ai eu une solution qui venait vraiment du Togo, qui allait servir aux Togolais. Donc, c'est pour ça que tu as remarqué vraiment ma passion pour la chose, que j'ai voulu, comme les Ivoiriens aiment le dire, charger l'affaire. Voilà, pour que vraiment ce projet puisse voir le jour. Et ça m'emmène vraiment à quelque chose qui s'est passé, que je voulais vraiment évoquer, c'est qu'on n'a pas eu on a eu un très bon début, je pense, mais on n'a peut-être pas eu l'aboutissement, je veux dire, par rapport au projet en lui-même qu'on aurait souhaité. Tu vois, c'est des choses qui arrivent justement quand l'écosystème est aussi fragmenté, quand il faut parler à plusieurs acteurs de l'écosystème avant de pouvoir émettre une carte ou un projet de carte. Et ce que je retiens, je veux dire, de notre relation, c'est qu'on n'a pas vraiment permis à ce que cette fin qu'on ne souhaitait pas ait pu peut-être, agir sur le type de relation qu'on avait. Moi, j'étais vraiment contente en voyant que finalement, Solimi a sorti un projet, même si ce n'était plus sur la même trajectoire avec laquelle on avait commencé. Et donc, par rapport à ça, dis-moi, comment est-ce que... Je sais qu'à cette période-là, ce qui m'a aussi marqué, c'est que on avait le côté business, on avait le côté passion, parce que toi, tu es une passionnée de l'inclusion financière. Moi, pareil, je suis tombée dedans, mais je charge. Et j'ai vu que c'était une solution pour le Togo, donc je voulais vraiment y participer, je voulais que ça marche. Ça a marché finalement, mais tu as dû prendre quand même des décisions difficiles entre choisir ce qui arrangeait le business et pas forcément ce qui arrangeait la relation qu'on avait. Comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que tu as fait ce process-là? Alors, c'est une excellente question parce que justement, ça fait partie du parcours et de la relation que nous avons eue. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est un domaine où il y a plusieurs, c'est comme des puzzles, des bouts de puzzle qui doivent en fait s'entremêler. Voilà. Et heureusement ou malheureusement, on doit collaborer avec différents acteurs qui sont sur différents systèmes et qui ont leurs propres exigences. Et donc, nous, en tant que FinTech, donc le plus petit acteur tout de suite aujourd'hui qui arrive et qui doit collaborer et avec la banque et le processeur et le réseau, la banque, en fait, elle va regarder, elle va dire que, et c'était justement ce qui est arrivé dans notre cas, la banque, elle va dire que moi, en fait, vous utilisez mon processeur ou rien.
à la fin de la journée, c'est la banque en fait qui te met à disposition le BIN. Et quand on veut démarrer, on a souvent une vision qui est là. Mais en fait, si on ne peut pas passer tout droit, on passe à gauche, à droite, mais l'essentiel, c'est d'avancer. C'est d'arriver. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a quand même une relation qui s'est bâtie. Il y a quand même le business qui doit fonctionner. Bien sûr. Mais en fait, on était quand même tous les deux assez matures pour se dire que le business qui est là, c'est vrai que chacun est dans un business donné, a des objectifs donnés, va faire des choix qui va arranger le business. Si la relation va en pâtir, on verra plus tard dans le futur, ça pourra se corriger. Il n'y a que des muets qui ne se reparlent pas, mais bon, ça n'a pas du tout été le cas. D'ailleurs, on a continué à échanger. Oui, bien sûr. Et la preuve, tu me reçois aujourd'hui dans ton podcast. Avec et j'en suis plaisir. encore une fois honorée que tu penses à moi ici, à Lomé, en me qualifiant comme l'une des plus pétillantes humanités que je reçois vraiment fièrement. Bien sûr. Et donc, c'était difficile, mais c'est des choix en fait qu'on est amené à faire. Et en tant que business, il faut toujours en fait se dire qu'est-ce qui arrange le business à la fin de la journée. Souvent, ça peut matcher avec le personnel ou pas, mais vraiment, dès qu'on se met dans le fauteuil du business, c'est qu'est-ce qui va arranger le business. Et il nous fallait avancer. Et donc, il nous fallait aussi, quelque part, suivre les conditions nécessaires pour avancer côté partenaire banque. Et donc, c'est ce qu'on a dû faire pour avancer et sortir ce premier produit qui, vraiment, aujourd'hui, sans communication aucune, on ne fait pas vraiment une grosse communication derrière. Que du bouche à oreille marche vraiment et ce qui nous prouve en fait que le besoin est là et que le concept en fait c'est un bon concept parce qu'au-delà d'un produit c'est vraiment un concept et aujourd'hui on travaille à améliorer ce qui existe déjà. Donc c'est un petit peu ça, c'est qu'il fallait prendre la décision d'avancer et dans ce business là la banque est très importante, c'est elle qui va permettre même que ces cartes là existent. Donc il fallait prendre des décisions qui va faire qu'elle va toujours avancer et que nous, on puisse avoir notre produit donc à la fin. Donc, voilà. Mais comment c'était du coup justement de collaborer avec les banques? Parce que je pense quand même qu'on a une région très... je veux dire, très complexe en termes de collaboration entre institutions financières et FinTech, donc je veux dire banque et FinTech, et également en termes de régulation, en termes de soucis même d'adoption. Donc tout l'écosystème est déjà très complexe. Donc maintenant, venir se heurter à une banque qui vous voit comme les petits d'à côté, la petite FinTech, etc., qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre, etc., etc. Comment est-ce que ça s'est passé, cette collab? Parce que moi, j'ai eu justement comment est-ce qu'on peut dire ça, à arbitrer ou bien à faire le middleman un peu pour tous ces types de projets d'émission de cartes à travers l'Afrique. J'ai toujours vu que il y a un grand gap entre la façon dont la FinTech voit la chose, l'allure à laquelle elle veut aller et puis les process de la banque. Comment est-ce que, étant une petite FinTech, déjà quelles sont les limites auxquelles tu as dû faire face et comment est-ce que tu as fini par y travailler? Alors, on parle généralement d'éducation financière à la population, mais je pense qu'il y a d'abord l'éducation FinTech en fait aux banques traditionnelles. Ah oui. Parce la plupart ne savent pas réellement comment travailler avec une FinTech. Déjà que beaucoup prennent une FinTech comme leur concurrent, et ce qui n'est pas très intelligent parce qu'en réalité, c'est un apporteur d'affaires. C'est un apporteur d'affaires. Oui. Et donc, la banque ne dépense pas quelque chose sur lequel il ne dépensait pas avant, mais plutôt, il améliore son coefficient d'exploitation, il augmente ses volumes, il augmente son chiffre d'affaires, ses flux, etc. Et donc, je pense qu'il faut d'abord que les acteurs de banques traditionnelles changent déjà leur mindset. Parce qu'en réalité, si on prend juste le cas d'émission de cartes, que ça soit, supposons que j'ai enable la carte là pas supposons, mais la carte NIM, elle est enable avec Aura Bank Togo. En réalité, Aura Bank Togo et toutes les autres banques de la place profitent de ce produit. Pourquoi? Bien sûr. Ça fait ramener plus de clients et donc plus de porteurs de cartes
et donc plus d'utilisateurs ou plus des personnes potentielles à payer par carte. Et donc, moi, que je sois de Orabank ou de n'importe quelle banque, je dois penser à avoir mes instruments d'acquisition chez le plus grand nombre de commerçants possible. Donc, on devrait vraiment saluer ces initiatives-là et embrasser ça, chercher même des fintechs qui viennent dans nos banques traditionnelles pour pouvoir vouloir faire des programmes avec les banques, parce qu'à la fin de la journée, ça arrange. Au lieu de se dire que cette fintech, elle vend 2000 cartes par mois et moi, je vends à peine 100 cartes par mois. Au lieu de voir ce ratio et de se sentir frustré et du coup considérer que la fintech est un concurrent, on capitalise dessus et on se dit, en fait, supposons si tout le Togo, toutes les personnes ont des instruments de paiement digitaux, ça ne fait qu'arranger l'écosystème pour tous les autres produits, parce que l'émission, c'est que l'entrée. Après, il y a l'acquiring, il y a tout ça. Donc... Et puis, il y a toute l'expérience que tu vas créer autour. Aujourd'hui, c'est de l'émission. Après, c'est des analytics. Tu as la data, tu peux leur proposer. Il y a du scoring, il y a le crédit, il y a tout ça. Exactement. Donc, ça revient à dire, en gros, c'est vrai qu'il y a une éducation financière à faire aux usagers de ces produits-là. Mais vraiment, je pense que dans notre région, il y a vraiment une éducation fintech à faire aux banques traditionnelles. Elles n'ont qu'à voir. Le cas de UBA, par exemple, il a explosé la prépayée vraiment avec les collaborations qu'il a faites avec énormément de fintech. On peut aussi parler de BGFI. Moi, je ne connaissais même pas le nom de cette banque-là avant Diamo, qui l'a fait exploser. En fait, c'est plutôt, il faut qu'on regarde ça et qu'on aille vers ça. Aujourd'hui, c'est en train de se faire, parce que nous, on ne fait pas... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une fintech qui fait d'exclusivité avec une banque. On est en train de signer avec d'autres banques partenaires parce qu'elles ont vu ce qui se passe avec Orabank, les flux qui sont derrière, le nombre de cartes qui sont en circulation. Il n'y a pas vraiment... Vu que notre écosystème est assez dur et quand on va au fond, c'est plus une question de mindset. Il n'y a pas vraiment de solution magique tout de suite pour dire, OK, voilà la recette pour voir comment naviguer. Mais c'est plutôt de forcer à pratiquer la chose et les prouver, en fait, par la pratique que c'est vraiment quelque chose, en fait, qui marche et que lorsqu'on démarre, on est inarrêtable. Donc, c'est tout de suite de ne pas être figé. Moi, je suis vraiment une pro de la flexibilité dans la mesure où c'est vrai que, comme je disais, si on doit aller tout droit et que tout droit, il n'y a pas de chemin, on tourne à gauche, à droite. Et l'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Aujourd'hui, en fait, ce que je demandais, par exemple, à ma banque partenaire, la liste que je demandais et le rêve dans lequel j'étais, aujourd'hui, je suis plus dans la réalité. Mais si je n'avais pas pris ce qu'elle ne pouvait que m'offrir, je n'allais jamais lancer le produit, parce qu'en réalité, ce qu'elle m'offre n'est même pas encore le tiers de ce que je veux. Et donc, mais ça permet déjà de sortir le produit et puis de tester, de valider, de prendre les retours et puis de voir comment améliorer. Là, aujourd'hui, on est sur une refonte de l'application. Donc, c'est vraiment tout ça qui permet, c'est vraiment d'être flexible, de prendre ce qu'on peut et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, si des partenaires avec qui on doit travailler ne peuvent nous offrir qu'un biscuit, au lieu de demander du chocolat, on se dit, OK, on prend le biscuit, on voit quelle est la nouvelle recette qu'on peut faire avec ce biscuit-là, le temps d'avoir un chocolat. Vivement le chocolat sur le marché togolais, je pense qu'on en a besoin. Et Nyim, ça veut dire quoi? J'avais cette question vraiment à brûle pour point, je voulais la poser. Ça me dit quoi? Nyem, ça veut dire richesse en Kabyais. Je suis Kabyais d'ethnie, voilà, d'origine. Et Nyem, ça veut dire richesse. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, de placer sa richesse ou son argent, en fait, là, sur une carte. Donc, c'est pour ça que la carte s'appelle Nyem. Et bon, il faut dire aussi que c'est une prophétie. Pour tous ceux qui détiennent la carte, en fait, ils seront riches. Je prophétise. Et Solimi, moi je pense que je comprends Solimi, mais pour ceux qui ne comprennent pas. Dis-moi ce que tu comprends de Solimi. Solimi, je sais que Solim, est-ce que Solim c'est l'amour? Oui. Voilà, c'est ce que j'en sais. Toi dis-moi. Alors, beaucoup pensent que Solimi vient de Solim. Oh, ok. Et beaucoup pensent que je m'appelle Solim. Mais en fait, non, parce que Solim, c'est un prénom, en fait. Oui, assez répandu aussi. C'est ça, assez répandu, alors que pas du tout. Je ne m'appelle pas du tout Solim. Mon nom Kabyais, c'est Matina, qui veut dire « ça m'appartient ». Okay. Mais en fait, Solimi...
Je vais raconter l'histoire de comment Solimi est venu. Donc, j'étais encore au Maroc, j'étais à Casablanca et je rédigeais le product backlog, en fait, de Solimi, justement, le premier produit. Et j'étais là et je me disais, mais en fait, les gens vont faire des demandes. Il y a des demandes qui sont là, il y a des challenges qui sont là. Et nous, on veut pouvoir répondre à tout ça de façon intelligente, de façon seamless, etc. Et du coup, pourquoi ne pas dire Solomé genre demande, mais l'idée Comment derrière, t'as prononcé là? Littéralement, c'est Solomé. Ok. Tu vois? Mais j'ai écrit Solimi en français parce que voilà, on dit Solomé. Je ne sais pas comment écrire ça à part Solimi. Et l'idée derrière, c'est de dire que, OK, bah, tout le monde qui franchit notre porte, peu importe sa demande, on saura répondre à ça de façon simple, transparente, intelligente. C'est ça l'idée derrière. Et donc, Solimi veut dire? Littéralement, ça veut dire demande. Simple. Si on dit Solomé, littéralement, ça veut dire demande. Mais l'idée derrière, c'est ce que je venais, c'est intéressant, ce que je venais d'expliquer. Ah, donc je faisais fausse route. Oui, fausse route. Et comme beaucoup, parce que certains ont pensé que c'est un nom espagnol, d'autres ont pensé que je m'appelle Solim, donc j'ai dit Solimi pour l'entreprise, mais pas du tout, absolument pas. Mais après, je trouve que c'est extrêmement bien trouvé parce que, voilà, qu'est-ce que le service aujourd'hui s'il ne répond pas à une certaine demande, tu vois? C'est d'abord la demande. Oui, c'est d'abord la demande. Et on en a de plus en plus. Moi, je dis toujours qu'on est dans un environnement ou bien dans un secteur qui est très fast-paced. Aujourd'hui, il y a du cash. Il y en a qui sont déjà, bien entendu, beaucoup plus avancés que les tap to pay, tous les devices qui peuvent être utilisés. Il y en a qui sont bien au-delà de ça, à la biométrie pour retirer de l'argent au guichet, etc. Mais nous, aujourd'hui, sur nos marchés, le cash est toujours roi. Et ce que moi, j'ai vu comme expérience personnelle, surtout dans notre région, c'est que c'est même très difficile de venir introduire un produit de paiement virtuel, donc une carte virtuelle, sans passer par la physique. Et j'ai un client qui m'a lancé cette anecdote, mais il m'a dit, mais écoute, les gens, ils ont du cash dans la main, tu veux remplacer ce cash par rien, un produit virtuel qui est dans le téléphone, on va passer par une carte physique, même avant de pouvoir proposer la virtuelle. Et ça a vraiment résonné parce que je me dis, ah oui, aujourd'hui, il y a de la demande pour l'inclusion financière. On ne peut pas aller aussi vite que nos camarades du Kenya ou d'Afrique du Sud ou du Maroc. Il faut vraiment, dans la région, qu'on aille un peu à notre rythme, même si tout bouillonne dans l'écosystème autour de nous. Mais bon, je suis sûre que partout où les gens font un saut, nous on fait généralement des bons. Donc on brûle les étapes et j'espère que le chocolat qui va venir donc de la carte NIM va vraiment pouvoir permettre à débloquer tous ces niveaux-là. Non, mais c'est très intéressant, très intéressant. Moi, je voulais te parler spécialement de justement cet écosystème qui est très bouillonnant, très stressant. J'ai lu ou j'ai entendu quelque part que justement dans tes hackathons, tu as fait, je pense, 48 heures ou 36 heures sans t'alimenter, sans te reposer, sans boire de l'eau, et que tu as présenté. Comment ça s'est passé? 1 et 2, comment est-ce que tu essayes de te reposer, de te ressourcer maintenant? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit avant par rapport on va dire à la nature de notre écosystème, et tu peux pas venir là comme ça et brûler les étapes. Le cash restera toujours roi, et puis le cash pendant quand même plusieurs années à venir sera toujours roi. C'est vrai qu'à Solimi, notre devise, c'est de dire Solimi for a cashless world, mais on est quand même conscient qu'avant d'arriver à ce cashless world là, il y aura d'abord un cash light world. Exactement. Vraiment un chemin. Et en fait, le but derrière, c'est vraiment de faciliter les paiements, n'est-ce pas? C'est vraiment pour nous, notre mission, c'est de démocratiser l'accès aux services financiers digitaux. Et donc, on s'est dit, quand on regarde d'ailleurs, c'est vrai, la carte physique aujourd'hui est en disparition, c'est-à-dire que les gens paient avec leur téléphone, leur montre, leur rétine, etc. Exactement. Mais on a pensé à ça, mais on s'est dit, mais il faut forcément quelque chose que les gens peuvent tenir. Si on veut passer du cash à un autre moyen plus léger, il va falloir quelque chose que les gens peuvent tenir. Et il fallait passer forcément par une carte physique. Une fois qu'ils ont la carte physique et qu'ils ont vu comment est-ce que c'est facile ou ça les allège le quotidien, on peut passer à une carte virtuelle. En fait, c'est grâce à Niem, à Solimi, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait
énormément, mais vraiment énormément de Togolais qui transactent en ligne. Ouais. Moi, avant, je me dis, oui, il doit en avoir, mais je ne pouvais pas penser le volume, en fait, que les gens pouvaient faire en ligne. Donc. Mais après, en ayant la physique et en les éduquant, en se disant que, OK, bah, vous achetez en ligne et du coup, pour vous, ça serait mieux de tout le temps créer une carte virtuelle. À ce moment-là, il va mieux comprendre. Voilà. Parce qu'on a eu des femmes qui sont, qu'on appelle généralement analphabètes, moi entre guillemets, moi je les qualifie pas comme ça parce que bon, elles ne parlent pas le français, qui sont venues, qui ont pris une carte, qui ont commencé leur commerce de e-commerce en achetant sur, sans faire de pub, Ali, machin, etc. Bien sûr, les global e-commerce. Voilà. Et je me rappelle le cas d'une dame qui est venue et qui disait que comme elle-même, elle ne sait pas, mais elle veut forcément avoir sa carte pour payer en ligne ses marchandises. Elle a donné sa carte un jour à un étudiant à côté d'elle qui a payé, mais elle constate comme quoi on lui débite à chaque fois. Donc, elle est venue pour qu'on lui change de code. Oh là là. Juste pour donner un exemple. Voilà une dame, en fait, qui n'est pas partie à l'école, mais qui a démarré son commerce en se disant que, OK, voilà un moyen de paiement accessible à moi, et les frais sont transparents pour moi. Et elle a démarré donc son commerce comme ça. Donc, il y a plein de cas. Et comment est-ce que vous l'avez aidée? Bah, en fait, on lui a dit, quand on vous changera ça, est-ce que vous pourrez payer vous-même bien? Vous allez encore demander à ce jeune. Elle va demander encore à ce jeune. Donc, on lui a dit, c'est pas la peine. Par contre, on va vous montrer comment vous pouvez payer vous-même. Donc, on a fait un test. De l'éducation. C'est l'éducation, en fait. On lui a dit, voilà ce que vous devez introduire ici. Et là, c'est bon. Elle le fait maintenant elle-même. Donc, à côté, on essaye de faire un peu d'éducation financière. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. C'est, je pense, le mois dernier qu'on a commencé un petit peu avec quelques visuels pour éduquer un peu notre cible. Mais on a commencé par des thématiques, des problématiques qu'on a relevées. Et puis, voilà un petit peu pour rebondir sur le cash. Juste avant que tu ne répondes à la deuxième partie de ma question, ça m'intéresse, ça m'interpelle beaucoup, parce que je pense que c'est vraiment pour ces personnes-là, tu vois, que ce type de solutions sont créées. Voilà, quelqu'un, elle a un commerce, imagine comment est-ce qu'elle faisait avant Nîmes pour commander. Elle donnait de l'argent à des l'argent. personnes qui payent en ligne avec leur carte. Voilà. Donc ça fait combien de chaînes? Au moins la personne envoie aussi sur un compte. Combien de frais? Payer des commissions à la personne. Voilà. Combien de frais? Donc en vrai, moi, ce qui m'a je suis tombée dedans. Ce qui m'a gardée, je veux dire, dans ce secteur-là, c'est vraiment de voir comment ça change les vies, ça change vraiment à une échelle, à une très petite échelle, à une échelle individuelle ou à une échelle vraiment d'un petit business, d'une SMI, de voir vraiment l'impact que ça crée chez une personne, dans sa famille, dans sa chaîne de valeur, dans sa petite entreprise, dans les gens qu'elle emploie et bien sûr après dans toute l'économie en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Félicitations encore. Ouais. Merci. C'est incroyable en tout cas de réaliser ça et c'est vraiment ça ce qui nous réchauffe le cœur parce qu'il faut avouer quand même que le quotidien n'est pas du tout facile entre et gérer tout ce qui se passe quotidiennement et gérer les partenaires et gérer les produits et gérer... C'est pas du tout facile. Par contre, ce genre de step, quand on voit un peu l'impact là qu'on a, c'est juste incroyable. Il y a également l'Office togolais des recettes qui utilise donc nos cartes pour simplifier la dotation de frais de mission, la dotation de primes, de salaires. Donc, c'est vraiment, ça vient en fait, avant, si quelqu'un veut aller en mission, il faut signer un chèque, lui donner le chèque, aller à la banque, retirer. Si c'est hors de la zone UEMOA, il faut faire un change en devise avant de partir. Et donc, administrativement parlant, c'était quand même assez lourd. Et pour l'administration et pour le collaborateur final. Et donc là, c'est vraiment, il a une plateforme, ils attribuent une carte, ils rechargent la carte, la personne part. Si la personne a besoin de plus d'argent là-bas, c'est très simple. On le rajoute tout simplement, on recharge. Si on a besoin de retirer aussi, c'est encore simple. Donc, c'est vraiment ces solutions-là qui viennent vraiment répondre à des problématiques identifiées. Quand on voit l'impact que ça a, qui nous donne un peu le carburant pour continuer. Donc, vraiment, à Solimi, on essaye d'aller de façon sûre. C'est comme, on va dire, on dit vraiment que c'est la tortue, non? La tortue qui avance lentement, mais sûrement. Voilà, elle avance lentement, mais sûrement. Tu n'as pas un proverbe kabyle pour illustrer malheureusement, je suis nulle dedans.
Malheureusement, je suis nulle dedans. Et juste une petite parenthèse, parce qu'il y a un petit proverbe, mais je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais il y avait une petite compétition entre, je pense, le lièvre qui est très rapide. Et la tortue. Et la tortue a finalement gagné. Le lièvre allait très vite. Et il se disait que la tortue, elle est très lente, donc elle était trop derrière. Et il a le temps de se reposer. Elle est venue dépasser le lièvre. Donc, on va vraiment sûrement on met l'accent sur la fondation, sur vraiment la base. Et après, voilà, là, c'est un peu ça. Alors oui, je disais que j'ai lu ou j'ai entendu quelque part que pendant 48 heures ou 36 heures, tu ne t'es pas alimenté, tu ne t'es pas reposé, tu ne t'es pas hydraté parce que tu faisais un hackathon. Maintenant, aujourd'hui que tu as, entre guillemets, plus de problèmes que ce que tu devais résoudre lors de ce hackathon, comment est-ce que tu te ressources, comment est-ce que tu te reposes? Parce qu'on ne peut pas évoluer, en tout cas dans cet environnement-là, qui est très fast-paced, qui est très changeant, sans avoir intentionnellement donc des périodes pour se ressourcer et même des techniques pour le faire. Comment est-ce que toi, tu le fais? Alors, si tu veux nous raconter ce qui s'était passé, vas-y. Alors, cette histoire de ce hackathon-là, j'étais encore étudiante et il y a bien longtemps. Et en fait, c'était un Open Innovation d'une banque au Maroc et qui avait ouvert ses portes aux étudiants pour pouvoir développer des solutions durant 36 heures, je pense. Voilà. Et moi, je voulais tellement que ça soit parfait. Et d'abord, conseil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent aujourd'hui comment est-ce que je fais pour très bien pitcher, etc. Ça vient de loin, vraiment, ça vient de loin. Il y a eu une fois où j'ai fait un pitch, mais tellement nul. Tellement nul. Mais qui a dit que c'était nul? Moi-même. En fait, ce qui s'est passé, et j'ai induit en erreur toute mon équipe parce qu'en réalité, c'est pas que j'ai mal pitché, mais le problème, c'était justement parce que je ne m'étais pas reposée. J'ai fait du vendredi soir jusqu'au dimanche, je n'avais pas dormi. Tout le monde partait dormir parce que durant le hackathon, il y a des périodes où les gens dorment, ils se réveillent. Et moi, je ne voulais pas dormir. Je voulais que l'application finisse. Après, j'ai fini ça. Je voulais que ma présentation soit parfaite. Je voulais vraiment que ce soit tellement parfait au point où j'ai oublié le plus important, c'était que moi-même, je devais me ressourcer. Bien sûr. Et donc, j'arrive comme ça devant le public, devant le jury. Je commence là à pitcher. Je me répète. J'oublie même la dernière phrase que je venais de prononcer. C'était horrible. Mais vraiment, c'était horrible. Et j'ai dû appeler un autre membre de mon équipe pour venir continuer parce que c'était... Je tenais plus. Vraiment, j'avais pas vraiment mangé. J'avais pas du tout dormi. Et donc, pour dire que, mais à partir de ce pitch-là, après, quand j'avais eu d'autres en fait, à faire, je me reposais vraiment. Je mettais l'accent, surtout si je dois présenter moi, je pars dormir. Et c'est vraiment un conseil, c'est le meilleur conseil pour bien pitcher, c'est vraiment de se reposer et puis après d'aller selon le flow. Mais bon, ça fait longtemps. Après, je ne pitch plus, je fais plus de hackathon parce que là, il y a le business qui est là, il faut que ça tourne. Donc, par contre, toute cette expérience-là m'aide quotidiennement, en fait, aujourd'hui. Je pense que la dernière fois que j'ai pitché, c'était lors du FinTech Tour. Je ne m'attendais même pas à pitcher. J'ai même demandé si c'était nécessaire parce que je me suis dit, je pitch plus, j'ai plus le temps, en fait, vraiment pour ça. Et bon, mais j'étais déjà lancée dedans, donc j'étais partie pour ça. Mais bon, aujourd'hui, ce que je fais pour me reposer, c'est que, premièrement, je me connais. Donc, c'est vraiment ça la base. Je ne suis pas du tout addict des formules ou bien de... En fait, je ne suis pas addict des dogmes. Je déteste les dogmes. Les dogmes, vraiment. Le fait de dire qu'il faut faire 1 après 2, après 3, il faut se réveiller à 5 heures, faire un peu de sport, après rentrer à 17 heures, voir les enfants, etc. Je déteste les dogmes parce que je suppose qu'on est tous vraiment uniques et chacun doit aller selon son rythme. Et chacun, en fait, doit trouver son équilibre à lui, sa balance à lui. Et donc, moi, je me suis étudiée moi-même, je me connais et je sais exactement ce qui marche avec moi ou pas. J'ai aussi la chance d'avoir un très très bon partenaire qui est très compréhensif et qui
qui est d'une aide incroyable. Et donc, ça fait que... Et la chance aussi d'avoir, comme je disais, le plus beau garçon au monde, un petit garçon. Donc, tout ça, en fait, m'apporte une balance incroyable. Donc, quand je suis au travail, je suis au travail, je travaille. Quand je rentre, souvent aussi, je continue de travailler, je continue de recevoir. Je m'attendais à quand je rentre, je suis... Non, voilà. c'est pas du tout. Je continue de travailler, je continue à recevoir des calls, etc. Mais... l'intérêt aussi, c'est que je fais quelque chose qui me passionne. Du coup, je ne sens pas comme si j'ai besoin de congé ou comme si j'ai besoin... Surtout que je peux faire des petites pauses pour m'amuser un petit peu, pour manger, pour aller cuisiner un morceau vite fait. Ça permet en fait de m'évader un peu l'esprit. Bien sûr. Et puis venir continuer. Donc, c'est vraiment... En fait, je vais selon ce que je ressens. Si je sens que je dois faire une pause, alors je fais une pause. Et si je sens que je n'ai pas besoin de pause, je continue. Donc, il n'y a pas vraiment une formule toute faite. C'est vraiment, je vais selon ce que je ressens et je respecte vraiment ce que je ressens sur le moment parce que la santé avant tout. Oui. Et voilà. C'est bien parce que moi, bon, je dirais pas au contraire. Hein. Ce qui résonne, c'est beaucoup ce... Moi, je travaille en remote, en full remote depuis 5 ans maintenant. Je ne pense pas que je pourrais retourner travailler full-time dans un bureau. Donc, ces petites pauses-là qu'on se permet, même si on travaille 48 heures par jour, ces petites pauses-là qu'on se permet, voilà, pour cuisiner un morceau, pour prendre un petit bout, pour se reposer un tout petit peu, moi, je pense que ça redonne de l'énergie au cours de la journée. Exact. Et est-ce que tu travailles aussi en remote ou est-ce que vous avez des bureaux? Comment ça se passe à Soligny? En fait, je travaille tout le temps. Vu que je fais partie de la fondation, voilà. Mais en fait, on a des bureaux et j'ai la chance vraiment d'avoir des employés qui sont engagés, mais vraiment qui tous considèrent Soligny comme leur bébé à eux et on veut le voir grandir. Je dis tout le temps à mes employés comme quoi Soligny est toujours ouvert pour vous si vous voulez écrire l'histoire. Si vous voulez écrire l'histoire, vous êtes à la bonne porte. Et donc, c'est des personnes vraiment très engagées. Je ne suis pas du tout derrière eux. Donc, ils ont leur objectif et puis ils atteignent leur objectif et puis on est OK. Moi-même, donc, je vais au bureau, je vais à des réunions, souvent je travaille aussi à la maison. En fait, c'est un peu de tout. Lorsqu'on est vraiment cofondeur, on ne compte pas et il n'y a pas vraiment de lieu ou de place. Non, mais pas du tout. Dernièrement, j'étais en business trip et au Maroc et après au Kenya, mais je continuais Non, mais bien sûr, tu es obligée. De travailler. Donc, de ma position, je n'ai pas d'endroit. Mais je m'assure juste à chaque fois que ça avance, en fait. Que chaque jour, qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit pas qui soit fait de l'avant. Et vraiment de savourer les petites victoires avec mes collaborateurs. Ça peut ne pas être de grandes victoires pour certains, mais vraiment, à chaque fois qu'il y a une petite victoire, on la célèbre. Mais vraiment à tous les niveaux. Hein. Ça peut être juste un employé qui a bien fait quelque chose ou un partenaire qui a répondu favorablement à quelque chose ou alors un volume fixé qu'on a atteint. On célèbre vraiment, vraiment tout. Donc, là, c'est bien. C'est ça. Bon, tu viens de m'annoncer que tu étais la maman du plus beau garçon du monde. Félicitations. Je pense que quand on s'est connus toutes les deux, on était sans enfants, c'est ça? Oui, on était sans enfants. Ouais, heureusement que tu n'étais pas sans emploi. Heureusement, ouais, on n'aurait pas survécu. C'est comment l'expérience? Parce que moi, à chaque fois que... J'ai vu qu'il y avait un avant et un après. Je suis également maman. J'ai une fille, elle a 2 ans et demi. Elle est magnifique. La plus belle au monde. La plus belle au monde. Et il y a toujours un avant et un après. Et il y a toujours un impact sur la carrière, sur ce qu'on est en train de faire, sur les projets. Il peut être négatif, il peut être positif. Il n'y a pas vraiment d'impact négatif. Je veux dire, il y a un impact. Donc, ça peut soit, ce que j'ai remarqué, soit booster, soit ralentir, soit changer de trajectoire. Comment est-ce que ça a été pour toi? Une belle surprise. Une belle surprise parce que... alors, je voulais être maman, mais vu que je suis trop carriériste... il n'y a rien de tel que trop carriériste, je pense.
Ouais, mais en fait, je me disais que j'allais pas m'en sortir et enfin, dans mon imaginaire, ça va m'empêcher d'aller à mon rythme parce que je suis très speed et je me disais que mais après le temps de la grossesse, le temps de tout ça, ça peut être compliqué, je peux être fatiguée, mais vraiment beaucoup de questions en fait que je me pose, je me dis bah, c'est pas grave, vas-y, moi je vais être maman, et on s'est lancé. Et donc mais vraiment bizarrement contre toute attente, ça m'a juste apporté plus de balance, en fait, plus d'équilibre. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ça si je m'étais fiée juste à ce que j'imaginais. La venue de mon fils vraiment était pour moi un cadeau qui m'a vraiment rééquilibrée. Ça m'a permis, en fait, d'avoir... Ça m'a appris le détachement parce que être trop attaché à quelque chose, c'est pas bien. Donc, sa venue m'a vraiment appris le détachement. Et quand on est détaché, on peut même mieux observer certaines choses pour prendre de meilleures décisions. Même dans le business parlant, vraiment, ça m'a plus appris des choses. Je suis devenue une meilleure personne. Et contre toute attente, j'ai pas eu de difficultés, mais vraiment pas du tout. Je pensais même qu'aller accoucher, je me suis dit, ah, c'est si facile que ça. J'ai juste eu un peu de chance, on peut dire ça comme ça. Une expérience différente qui a été atypique par la suite, mais bon, c'est trop long. Mais pour dire que ça m'a vraiment apporté de la balance. En fait. J'ai trouvé ma balance comme ça. Parce qu'avant, j'étais un peu trop à fond dans quelque chose. Et le trop est souvent nuisible. Hein. Et donc ça m'a apporté de l'équilibre. Et surtout, ce que je peux retenir que cette expérience m'a apprise, c'est le détachement dont j'avais besoin, que je n'avais pas avant. Et voilà, donc c'est que bénéf. Je trouve que c'était... Enfin, c'est la meilleure expérience, en fait, que j'ai vécue jusque-là. Voilà. Et comment est-ce que tu balances, justement, ça t'a apporté de la balance, mais comment est-ce que tu gères le workload de maman et le workload de CEO? On travaille ensemble. Tu vois, mon fils sur le PC aussi. J'ai des photos comme ça. Tout le monde connaît ma fille dans mes Zoom calls. C'est ça. Et donc, en fait, c'est deux choses qui me passionnent. J'adore le fait d'être maman et j'adore le fait de gérer ma boîte, de faire cette fintech-là. Et donc, je ne sens pas que je suis vraiment en train de faire quelque chose où, en fait, à aucun moment, en réalité, j'ai pensé qu'il va falloir que je définisse quelque chose. Mais vraiment, tout se fait de façon très naturelle. Et puis, j'ai beaucoup d'aide. Il faut vraiment avouer que j'ai beaucoup d'aide. Et donc, c'est plus simple pour moi. Peut-être si je n'avais pas beaucoup d'aide, ça pouvait être compliqué parce qu'il faut aussi déposer l'enfant à la crèche. Bien sûr. Il y a plusieurs choses vraiment en étant maman qui viennent avec. Le support system qui est très important. Le support system est vraiment important. Donc, cette aide-là m'aide énormément. Et le fait que ça soit quelque chose que j'aime, je ne sens pas vraiment qu'il y ait... je ne sens pas qu'il y a quelque chose vraiment à faire de spécifique. Voilà. C'est-à-dire que je pars travailler, je le dépose à la crèche, on le cherche après. Voilà. Et quand je retourne, je suis... Voilà. En fait, ça passe fluide, en fait. Ça passe fluide parce que c'est deux choses qui me passionnent. Donc, ça passe fluide. Moi, écoute, pareillement, hein, moi, une chose que tu as dit, voilà, que tu es trop carriériste, moi, je me suis toujours dit que je voulais tout. Que je voulais et la carrière et le foyer et la maman de plusieurs enfants et tout. Et que, voilà, bien sûr, je me posais des questions, mais je me disais... Que je voulais tout. En vrai, à aucun moment, je ne me voyais renoncer à une des choses pour me consacrer à l'autre. Et mon expérience, elle a été tout aussi positive, en vrai. Et moi, ce qui m'a... Je veux dire, quelque chose pour laquelle j'ai vraiment été reconnaissante, c'est vraiment de pouvoir travailler en remote comme ça. Tu vois, et de voir ton enfant grandir tous les jours. Tu n'es pas obligé de la laisser, d'aller au travail, de la déposer à la crèche. Ou voilà, justement, mes journées également, ça dépend de l'heure à laquelle il se réveille. Voilà, l'heure à laquelle je dois faire mes réunions. Des fois, elle est à côté. Des fois, il y a Coco Mélone à l'écran. Et moi, je suis en pleine négociation dans tes réunions et bien sûr, et c'est normal, et c'est tout à fait normal. Et je pense aussi que les mentalités ont beaucoup évolué par rapport à ça. Moi et mes collègues et mes partenaires et les clients, tout le monde a toujours été super compréhensif par rapport au bruit de fond qu'on a toujours de ma fille, ou même quand elle apparaît dans ma vidéo. Et je trouve que ça a vraiment évolué parce qu'il y a
plusieurs années, c'était considéré limite comme un handicap d'être une femme qui est soit en attente d'un enfant ou soit qui a un enfant qui vient, entre guillemets, perturber peut-être son travail. C'était même motif de licenciement, de démission, etc. Donc je pense qu'on a été vraiment blessed, comme on dit, de pouvoir vivre cette expérience. Et aussi la chance, c'est que moi, vu que je gère mon propre business, c'est facile pour moi de l'amener au travail. Avant-hier même, il était avec nous au travail. Donc, toutes les filles... En salle de réunion. Non, il passe de bureau en bureau. Toutes les filles donc, de Solimi, ce sont ces femmes. Donc, il y a tout le monde qui le tire de gauche à droite. Et souvent, tu allaides ton enfant pendant une réunion, qu'une réunion passe, bien sûr, sans caméra. Oui, c'est normal. Mais, comme tu dis, les mentalités ont beaucoup évolué. Et puis, à la fin de la journée, c'est une partie de nous. Enfin, c'est tout ça qui fait nous. Donc, c'est soit... et le plus important, c'est pas vraiment ce détail. C'est vraiment, si on parle du business, c'est vraiment le créneau de business sur lequel on est là pour négocier. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont un peu reconcentrés dessus. Sur l'essentiel. Et puis, voilà, sur l'essentiel. Et puis après, chacun mène sa vie comme il peut pour être heureux. Voilà. Écoute... J'ai envie de parler de, justement, autre chose que j'ai lu sur toi, que tu es très portée sur la spiritualité. Moi, je suis une addict de livres. Beaucoup de recherches. Écoute, on se prépare. Je suis aussi beaucoup plus livre qu'écran. Je lis énormément. Et voilà, j'ai entendu que tu lisais sur la spiritualité. C'est quoi tes repères? C'est quoi tes bouquins favoris, c'est quoi tes principes que tu peux partager, bien sûr. Si je dois aller au fond, ça ne plaira pas à beaucoup. Ne va pas au fond, mais mon feel free. Je vais pas aller au fond. Mais en fait, je disais tantôt que je déteste les dogmes. Et je pense que ça, ceux qui comprendront cette phrase peuvent comprendre l'étendue de ma pensée. Je suis beaucoup axée sur le spirituel aujourd'hui et le spirituel demande la tolérance. C'est-à-dire que, par contre, les dogmes vont plus dans le sens d'obliger tout le monde à rentrer dans une certaine ligne de conduite. Je suis contre ça parce qu'on est vraiment différents. Et donc, pour moi, la spiritualité commence dès le moment où on décide de se dire qu'on est différent et il va falloir vraiment qu'on sache qui on est. Parce qu'en réalité... qui je suis, c'est pas Gaëlle Matina-Egbidi. Gaëlle Matina-Egbidi, c'est le nom du masque que je porte parce que on est des personnes. Personne vient du mot persona. Persona qui veut dire des porteurs de masques. Donc, en fait, je pense même que le français a été assez clair dessus. Donc, on est des... Quand on veut développer un business, on fait le persona, la personne type pour laquelle on... Voilà, c'est une personne qu'on invente, qu'on donne un nom, un prénom, un âge. Et en fait, aujourd'hui, chacun à son niveau a une certaine personne. Donc, on va dire qu'on porte tous des masques. C'est qui nous sommes là. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe, voilà le terme. Maintenant, à l'intérieur, qui est là? Qui est là au-delà de Gaëlle, machin, etc. Qui est là? La preuve, quand quelqu'un meurt, on l'appelle finalement le corps. Donc, c'est qui cette personne qui est dans ce corps-là? Et donc, il va falloir vraiment connaître qui on est. Et dès le moment où on sait qui on est, à ce moment-là, c'est plus facile. C'est vraiment, je pense, à mon niveau, que c'est l'étape de connaissance de soi qui est difficile. Il y a d'abord l'étape de connaissance de soi et puis en plus, l'étape d'acceptation de qui on est, parce qu'on peut finalement voir sa réalité, se voir à nu, se voir dans le miroir et ne pas l'accepter. Et donc, ça commence par là, se connaître, ensuite s'accepter. Tu vas peut-être me dire comment on fait donc pour se connaître, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une méthode toute faite. Je pense que si on retourne en fait dans nos cultures ou même dans notre éducation ancestrale, chaque région a certainement une méthode pour apprendre les autres, pour apprendre chacun, enfin on va dire, les natifs de sa région à se connaître. Souvent les religions en ont aussi. Je vais dire, il n'y a pas une méthode toute faite. Et souvent, en fait, il faut juste écouter. Il faut juste être vraiment attentif. On peut faire fi de tout ce qui se passe autour, être vraiment attentif sur soi pour savoir, pour écouter son intérieur. Parce que l'intérieur nous parle énormément, mais on est très déconcentré. On n'écoute pas. Il y a trop de bruit autour. Il y a trop de bruit autour de nous. Et quand on dit bruit, c'est même pas tous les bruits là qu'on entend, mais vraiment, nous-mêmes, on est... Voilà. Et donc, on doit
être attentif, pour mieux s'écouter. Pour certains, ça passe par des rêves, pour d'autres, par des songes. Je veux dire, on est tellement différents qu'il faut que chacun fasse juste une petite attention sur lui-même pour pouvoir mieux s'écouter et commencer à mieux, en fait, se connaître. Une autre méthode qui peut fonctionner, c'est... moi, j'ai fait l'exercice de regarder et je pense que si tu fais aussi le même exercice, tu verras que c'est la même chose. Si on prend sa vie du plus loin possible qu'on se rappelle de notre enfance, si on retourne à cette époque-là et qu'on regarde notre vie à l'étape d'enfant, après l'étape d'adolescence et après l'étape d'adulte, on verra que les acteurs changent, mais c'est toujours la même chose. Exactement. C'est vraiment toujours le même scénario qui se reproduit. Il nous faut beaucoup d'attention pour réaliser que c'est le même scénario parce que ça vient sous plusieurs formes, sous différentes formes. Voilà. C'est comme les films nigérians, pas de la même chose, mais le c'est même, toujours... exactement. Mais c'est le même scénario Exactement. derrière. Et donc, quand on a identifié ça, on verra qu'en fait, on a toujours été dans un cercle qui est là. Un pattern. Dans un pattern qui est là. Et donc, il va falloir trouver la porte de sortie. Si je suis dans un cercle et que je suis dans le même cercle et que rien ne change et que j'ai tout testé de ce cercle, et qu'on te dit, écoute Barbara, voilà une porte qui est ouverte, il y a deux choses. Soit tu te dis que je reste dans ce cercle-là dans lequel je connais déjà tout, je reste dedans, je suis enfermée dedans. Ou soit je n'ai rien à perdre que de prendre cette porte-là pour sortir, pour voir. Peut-être que ça peut marcher. Si ça ne marche pas, tant mieux. Dans tous les cas, rien ne marchait dans le cercle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça marchera. Exactement. Et donc, c'est vraiment plutôt ça. Il n'y a pas de livre précis, mais j'ai lu des livres, en fait, Le secret des soleils, le secret du soleil, voilà, de Sylvain Kouassi. Vraiment un monsieur que j'admire énormément. Un monsieur qui a transcendé sa matière, en fait, si on peut le dire ainsi. Il est ivoirien ou il est togolais? Non, je pense qu'il est togolais ou béninois d'origine, mais il est français. Mais je pense qu'il doit être d'origine béninoise et togolaise, quelque chose du genre. Et c'est un monsieur juste... à un moment donné, il y avait un déclic en moi. Quelque chose me disait, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut chercher au-delà de ce que j'ai appris à l'église, etc. Et j'ai commencé à chercher. Je suis partie à la civilisation égyptienne, l'Égypte antique. Et là, tu te rends compte, en fait, que ce que ça dit, c'est la même chose qui se dit un peu partout. C'est comme... Il y a une goutte qu'on verse et on dit cette goutte-là, c'est elle la vérité, mais quand elle tombe sur terre, elle va faire des petites bullettes. Voilà. Et donc, on va dire chacune des religions va prendre une partie, une petite bullette, la vérité, et en faire tout un morceau, alors qu'il y a plus grand qu'il faut aller chercher. Et vraiment, la philosophie, la façon de parler, enfin de penser de ce monsieur-là m'a vraiment intéressée. Et puis, Linesoft, c'est vraiment des livres, en fait, heureusement ou malheureusement, qu'il faut lire avec un esprit d'enfant. Sinon, si on lit ça avec un esprit on passe à côté du d'adulte ou de cartésien, on ne va rien comprendre. J'ai lu la première fois, je n'ai rien compris. J'ai dû relire sans réfléchir, vraiment avec un esprit d'enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, en fait, ce qu'il racontait derrière. Donc, c'est juste la voie de l'espérance, la voie de la tolérance. Ça, c'est ce que moi, je retiens de ce que tu as dit et ce qui résonne avec moi, en fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, au vu des différences qui existent, on a zéro tolérance dans est-ce que je peux appeler ça dans un domaine ou bien dans un aspect donc, de notre vie qui devrait être gouverné justement par l'acceptation de l'autre et la tolérance. Et je partage tout à fait ce concept-là, ou bien même cette vérité, donc du fait qu'on est des êtres... spirituel avec une expérience humaine. Ce qu'on est justement, c'est pas c'est pas le nom, c'est pas la chair, mais c'est vraiment le nous intérieur qui était là, qui est là, qui sera là, quoi. Et c'est vraiment ce nous là très souvent, ou bien le plus souvent, qu'on nourrit en faisant justement des choses qui nous passionnent. Et au-delà de ça, des choses qui portent de l'impact, d'accord, d'où ce qu'on essaye de faire, chacun à notre échelle. Et donc moi, je pense que au-delà de tout ce que tout le monde fait, ce que moi j'ai remarqué avec les entrepreneurs, surtout africains, c'est qu'on est à la recherche de quelque chose, de résoudre quelque chose. C'est très souvent plus fort que nous, c'est très souvent plus grand que nous, mais on veut faire quelque chose qui va au-delà de nous et faire quelque chose qui puisse servir la communauté.
Très intéressant. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui me venait là à l'esprit pendant que tu parlais, c'était... Généralement, on se dit, ou on se pose la question, ou on pose la question d'autres personnes, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? La fameuse question. Et donc, ouais, on dit qui est ton modèle. Et donc, tu as un modèle? Je pense que c'est la personne que je voudrais être, en fait. Parfait, j'adore cette C'est la personne réponse. que je voudrais être. J'adore tellement cette réponse parce qu'en réalité, et très souvent, on répond à mon modèle, c'est X personne, c'est Y personne. Mais en réalité, notre modèle, c'est exactement ce que tu as répondu. C'est la meilleure version de nous-mêmes. C'est cette personne-là qui est cachée. C'est comme une étincelle divin qui est caché en nous, qu'il va falloir laisser éclore. Et c'est vraiment à ça qu'il faut ressembler. Et on ne peut pas faire autrement que de ressembler à autre chose. Ça ne marchera jamais avec nous. Exactement. Si on veut être heureux, il va falloir être à l'image de qui on est réellement, de qui on est censé être réellement. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir, en fait, quel est le type de profession qu'il va falloir faire, le type de partenariat qu'il va falloir avoir, le type de management qu'il va falloir appliquer. Et c'est ce qui résout, c'est ce qui vient répondre à la question de qui on est pour chercher à se ressembler finalement. Exactement. Donc, et quand tu dis ça, moi, ça me renvoie vers quelque chose parce que je dis toujours que j'ai un instinct très fort. Moi, je suis relation d'abord, business ensuite. Ça ne veut pas dire que je laisse le business, l'argent de côté pour les relations, mais que pour le bien de mon business, ce que je fais d'abord, c'est de bâtir une relation. Et ensuite, sur la base de cette relation qui est souvent vraiment fondée sur de la confiance et sur vraiment de la transparence, vraiment maintenant pour venir bâtir tout ce que je veux bâtir autour de ce que je fais. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais évaluer mes partenaires avec ce spectre-là, ce film-là, ce filtre de dire, par exemple, OK, telle personne, nous n'avons pas une bonne relation à la base, ou bien je ne la sens pas, ou bien tel business, je ne le sens pas. Quel est le juste milieu, d'accord, entre cet instinct-là et cette façon-là de voir les choses et le monde des affaires comme on le connaît, parce qu'on ne va pas se mentir, surtout dans les finances, qui est très niche, surtout en Afrique, surtout dans notre région. C'est un secteur assez, encore une fois, très complexe. Et très souvent, on voit ça même dans les relations que les gens tissent avec des partenaires d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur des projets sur lesquels il n'y a eu aucun défaut en termes de solution, en termes de compliance, en termes de risque, mais que juste parce que peut-être, il n'y avait pas des intérêts partagés ou il n'y avait pas des affinités personnelles, des projets ont été bloqués. Donc, par rapport à ça, donc, quel est le juste milieu? Comment est-ce qu'on laisse nos intuitions ou bien nos convictions gérer ou bien réguler un peu nos affaires? Comment est-ce qu'on se met en partenariat avec telle personne ou comment est-ce qu'on lance un projet? Moi, je pense que l'intuition compte pour beaucoup. Et donc, si on est une personne qui a énormément d'intuition, il va falloir vraiment se fier généralement à son intuition. Parce que l'intuition n'est pas calculée. Ouais. L'intuition, et souvent, nous, on est trop cartésien, on est très pragmatique. Et tout ce qui est intuition, tout ce qui est signaux, on peut les ignorer en se disant qu'on a fait tous nos calculs, toutes nos simulations, c'est quelque chose qui va marcher. Et souvent, l'intuition te dit non, attention. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire... Moi, j'utilise beaucoup mon intuition. Si je ne sens pas vraiment la chose... comme c'est le business, je vais avancer, mais je n'y mets pas trop du sien. Je vais plus me reconcentrer sur autre chose que je sens. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui lead la chose. Et donc, ce que tu ressens compte pour beaucoup. Donc, vu que tu es vraiment dedans, si tu ressens que ça va marcher, là, tu mets le 500%. Voilà. Mais si tu ressens que ça ne va pas marcher, tu mets le minimum et tu recadres le reste de l'énergie en fait sur autre chose que tu ressens que ça va marcher. Pour moi, l'intuition vraiment compte pour beaucoup. Et si on est une personne qui a beaucoup d'intuition, il faut en fait l'utiliser. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Parce qu'on finira toujours par se rendre compte à la fin de la journée que notre intuition ne nous avait pas menti. Ah oui, ça parce qu'elle n'est pas calculée. Elle vient tout seule et je pense que c'est des signes de la nature pour nous dire
ceci marchera ou ceci ne marchera pas. Peut-être tout de suite, on se dira, OK, ce partenariat-là, ça va marcher, mais peut-être qu'est-ce qu'on en sait dans 2 ans? Peut-être que ça sera la source de la faillite. Et peut-être qu'au début, on le sentait, mais on se dit que c'est en train de marcher. Donc, il n'y a pas de red flag. Red flag. Ouais. Voilà, donc, et même si on ne veut pas arrêter parce que l'intuition nous dit d'arrêter, il va falloir peut-être faire encore plus attention pour après avoir le moins de pertes possible. Oui. Donc moi, je suis toujours mes intuitions dans ma façon de collaborer, dans ma façon de gérer les différentes relations de partenariat et autres, enfin, dans tous les domaines franchement, de ma vie. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé professionnellement parlant, et pas que les intuitions, même souvent des gens qui te disent, même des rêves, ou même des gens qui, généralement, ne s'intéressent pas forcément à ce que tu fais, ou ils n'en ont pas la connaissance peut-être que tu as, qui vont venir te dire, mais écoute, je pense que tu fais ça, je pense que tu fais fausse route en t'associant à telle personne. Mais moi, ça m'est arrivé, et effectivement, on allait tout droit dans le mur. Ça, c'est vraiment avéré vrai. Ça, c'est vraiment avéré vrai. Et une autre chose à laquelle moi, j'aimerais toucher, chez Scale, et personnellement, on est vraiment passionné de women leading, women in tech, donner plus de visibilité aux femmes, donner plus d'opportunités aux femmes. Moi, je dis toujours que j'ai eu de la chance. Tout au long de ma carrière, toutes les femmes que j'ai rencontrées, toutes les dames que j'ai rencontrées, que ce soit des collègues, que ce soit des managers, des directeurs, etc., je remarque toujours qu'il y a eu ce moment-là où elles se sont vraiment décidées à me hisser vers le haut. Après, je remarque que cette expérience-là est différente pour tout un chacun. Quel a été, toi, ton vécu dans ce monde-là avec les femmes spécifiquement? Alors, de façon générale, j'ai plus eu à m'entourer plus d'hommes au cours de ma carrière professionnelle. Mais par contre, toutes les femmes que j'ai rencontrées, quand j'étais à HPS, ma manager, c'était une dame, mais vraiment big up à Rizlan. Et la dernière fois, quand j'étais au Maroc, elle est venue de Casa à Marrakech pour me voir. On a gardé une très, très bonne relation. C'est vraiment une dame qui a toujours voulu m'amener, on va dire, à la prochaine étape, quoi. Qui a toujours voulu m'amener de l'avant. Après, quand j'ai démarré Solimi, la première femme que j'ai rencontrée, c'était toi. Et pareillement, tu as toujours fait pareil. C'est vraiment de ne ménager aucun effort pour que ce projet voie le jour. Parce qu'à l'époque, c'était encore un projet. Oui. On n'avait pas encore de produit établi. Mais quotidiennement, je rencontre, c'est plus un monde d'hommes, donc je rencontre plus d'hommes que de femmes. Par contre, dans mes recrutements, je donne plus la chance aussi aux femmes. Aujourd'hui, on a plus de 80% de femmes. C'est bien. En fait, dans notre équipe. Il n'y a que dernièrement qu'on a pris, je pense, il n'y a que 2 hommes avec nous. Enfin, donc, on a plus de femmes que d'hommes. Et parce que la femme, lorsqu'elle est passionnée, elle est à 2000%. Vraiment. Exactement. Et elle est quand même assez responsable. On n'a plus besoin de vraiment d'être derrière elle. Et je remercie vraiment Dieu parce que toutes les femmes à l'intérieur de Solimi, comme je le disais tantôt, sont vraiment des personnes engagées et qui, pour eux, Solimi, c'est pour eux. C'est vraiment pour eux. Et je partage la même vision avec eux. Et la transparence, en fait, que j'ai envers eux, les rassure, les motive aussi quelque part. Donc, pour répondre à la question, c'est que j'ai plus collaboré avec les hommes que les femmes. Et les femmes que j'ai rencontrées, vraiment qui avaient un impact déterminant dans ce que je devais faire, m'ont été d'une grande aide. Et aujourd'hui, moi, Tu rends l'appareil. Je rends l'appareil. Quand je peux, vraiment, j'hésite pas. J'hésite pas quand je peux. Après, quand tu dis que c'est un monde d'hommes, oui, on le voit beaucoup, surtout dans le milieu dans lequel on évolue. Et une blague qu'on fait souvent avec Miranda, ma co-founder à Scale, on se dit que généralement, on se retrouve dans des salles avec des messieurs qui peuvent être nos papas, tu vois. En fait, on a comme un double
comment on peut dire ça, comme une double étiquette. Et tu es femme dans ce milieu et tu es jeune. Donc, très souvent, ça peut créer chez l'autre des soucis de crédibilité, ça peut créer des barrières. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'en ai eu, parce que voilà, j'ai eu de la chance et heureusement, je savais ce que je faisais. Et après, je suis tombée aussi sur des gens qui, oui, bien qu'ils étaient voilà, dans le domaine 50 ans avant moi, ont quand même voilà, eu envie d'écouter ce que j'avais à dire et voilà, pouvoir justement comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'une banque devrait travailler avec une fintech, tu vois. Et ça, c'est vraiment une étiquette qui nous est collée dans le domaine. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas aller au-delà. Après, moi, je pense que les choses sont en train de changer. Et c'est aussi pour ça que moi, j'essaie de faire la part des choses quand on parle d'équité en termes d'opportunités d'emploi. Moi, ce que je veux dire, ce n'est pas voilà, donner tous les emplois aux femmes, mais à compétences égales, à engouement égal, etc. Pourquoi est-ce que voilà, la femme n'a pas l'opportunité et pourquoi est-ce que l'homme l'a alors que la femme pourrait l'avoir, tout simplement? Alors, tu touches à un point qui est une réalité. C'est le fait d'être femme et d'être jeune. Et heureusement ou malheureusement, ce monde, en fait, est mené par les hommes. Âgés. Comment? Âgés. Ouais, à part les hommes, généralement âgés. Et du coup, déjà qu'eux-mêmes, c'est des personnes qui sont très procédurales, très administratives. Et ils se disent que déjà, tout ce que vous venez proposer, c'est des choses qui ne mesurent pas les risques. Alors que même risque, si... c'est écrit ici quand une fintech rentre. C'est risque. Exactement. Après, tu prouves par A plus B que tout est pris en compte, etc. Moi, personnellement, ce qui m'est arrivé, la chance que j'ai eue, c'est, on va dire, c'est mon expérience qui m'a toujours sauvée. Et moi, je dis toujours, il ne s'agit pas de dire que... Parce qu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui sont destinés aux femmes entrepreneurs dans la fintech ou entrepreneurs dans la tech de façon générale. Et pour moi, c'est pas... En fait, c'est devenu comme une mode, c'est ce que je constate. C'est devenu comme une mode. C'est du buzz. Exactement. C'est devenu comme une mode. Et au fond, en fait, il y a peanut. La réalité, c'est que lorsque... Il y a certaines réunions, je suis partie à des réunions avec des partenaires. Et donc, par mail, donc il n'y a pas de souci. Mais quand tu rentres, moi, je ne sais pas si c'est une chance ou bien si c'est une malchance. Je ne sais pas, mais je considère personnellement comme si c'est une chance. Dès qu'on me voit, on pense que je suis une étudiante. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire, celle-là? Et donc, la personne... Enfin, ce qu'il fallait toujours faire, c'est qu'il fallait toujours que je commence à parler. Et donc, quand je commence à parler, et donc la personne, dès qu'elle voit que, écoute, non, elle maîtrise ce qu'elle fait, en fait. C'est ce qu'elle fait, tout de suite, vraiment, sans l'avoir dit, ça se balance tout de suite. Et les rapports continuent de façon très professionnelle et respectueuse. Mais en fait, dès que tu arrives sans avoir rien dit, on se dit qu'il y a encore un jeune. Exactement, qui va venir nous qu'est-ce que cette dame-là va encore nous raconter là? Et il faut tout le temps commencer à parler. Alors que je pense que si c'est un homme qui arrive... et qui a une forte corpulence, par exemple, peut-être que juste le fait qu'il est là, ils vont avoir peur, ils vont vouloir écouter. Mais dès que tu arrives, OK, on te reçoit, OK, c'est déjà un pas. Et il fallait toujours commencer à parler. Et dès que je commençais à parler tout de suite, en fait, la personne... A montré que tu maîtrises ton sujet. Exactement. Et donc, je décris un peu mon parcours et elle se dit, OK, d'accord. Et donc là, la personne... se refait, pas petit, mais se refait normal pour que la conversation puisse continuer. Donc, c'est vraiment un vrai point qui est là. C'est une réalité, en fait. On ne peut pas... Mais je n'ai pas eu de frein. Le fait d'être femme jeune, je n'ai pas eu de frein, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là de faire un peu plus d'efforts. Oui, de devoir faire un peu plus d'efforts. De devoir faire un peu plus d'efforts. Et aussi de devoir faire ses preuves, en fait. C'est ça, de devoir faire ses preuves. Parce que voilà, on t'attend pas, on s'attend à ce que tu sois là et que quelqu'un arrive derrière toi et que cette personne amène la conversation. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de te prouver, que tu maîtrises ton sujet. Ce qui, moi, personnellement, ne me dérange pas tant que ça, parce que je vois ça vraiment comme une opportunité, tu vois, vraiment comme une opportunité. Voilà, d'accord. Écoute, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Oh, c'est déjà fini? Pas encore.
Mais oui, je veux dire, c'est un plaisir d'échanger avec toi, de découvrir Nîmes. Je suis à Lomé depuis quoi? Depuis juste quelques jours. Je vais prendre ma carte, je vais tester le produit, mais déjà, j'en ai entendu de très, très bons retours. Et franchement, on peut penser que c'est de l'exagération, mais je suis vraiment contente et vraiment fière qu'il y ait quelque chose comme ça au Togo. Moi, je suis ghanéenne et togolaise d'origine. Je suis un peu partout, je vis partout. Mais savoir que voilà, dans ce pays où j'ai grandi, aujourd'hui, les besoins basiques en termes d'inclusion financière, en termes d'accès, sont en train d'être, d'avoir une solution. Et j'espère vraiment que ça ne va pas s'arrêter là, qu'on va vraiment suivre les tendances, qu'on va vraiment avoir du world class, que le réseau autour aussi, surtout, va pouvoir se développer, que le soutien et l'accompagnement nécessaires va pouvoir venir, et aussi que, comme tu as dit, l'OTR qui utilise déjà vos solutions, c'est très bien. Parce qu'à côté, les gouvernements sont en train de créer des use cases pour chacun de leur portefeuille. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un use case super poignant sur lequel j'ai travaillé avec les agriculteurs de café cacao, qui n'avaient, un, pas de pièce d'identité, et deux, pas de moyens de paiement. Donc, on ne sait pas qui vend quoi, combien, où est-ce que l'argent va. Mais juste avec une fintech qui a fait un 2 en 1, une pièce d'identité qui est également une carte de paiement. Ils ont un outil de paiement, ils sont inclus, ils peuvent commander leur matériel, l'engrais, tout ce qu'il leur faut. Ils peuvent avoir accès au crédit. Et voilà, l'État aussi est content parce qu'il peut suivre cette grosse partie-là quand même du revenu du pays. Donc c'est vraiment ce que je souhaite à Nîmes et à Solimi en général, qu'on puisse aller vers ce genre de journey où ce n'est pas juste un produit qui est créé, mais avec ce produit-là qu'on essaie de grandir avec l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il utilise sa carte? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que l'agriculteur peut faire? Qu'est-ce que l'étudiant peut faire? Et voilà. Écoute, Barbara, merci. Merci beaucoup pour cette belle opportunité, ce bel échange. Effectivement, aujourd'hui, en fait, on est, comme je disais tantôt, au-delà du produit, c'est vraiment tout un concept. Alors, c'est vrai que si on regarde d'un point de vue extérieur, hors du Togo, on peut se dire que mais pourquoi ça ne va pas plus vite que ça? Ouais. Mais il faut vraiment être dans la sauce pour comprendre les différents obstacles de la sauce. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on diversifie notre portefeuille de partenaires. On est je ne vais pas en dire plus parce que je suis plus de ces personnes-là qui préfèrent vraiment se taire pour après sortir quelque chose qui parle de lui-même. Et donc, la carte Nîmes, je disais tantôt, c'est même pas le 10e en fait de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on l'a sorti avec juste les moyens qu'on avait, avec les partenaires qu'on avait et les moyens que ces partenaires avaient à mettre à disposition. Et donc, on a, avec ça, testé le marché. On sait que c'est quelque chose qui marche et la demande, elle est là. Et donc, on est en train de travailler sur de nouveaux produits qui vont sortir. On a des use cases pour les étudiants. On avait déjà eu une réunion avec la direction en charge des étudiants pour voir en fait ce qu'on peut faire avec eux, avec JTP qui connaît déjà bien ce use case-là aussi. Des use cases pour que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour plein de petits cas, tous les secteurs. Ouais. Tous les secteurs. Il y a des produits en fait ou des services qui sont adaptés à ces différents secteurs. Et là, on cible en fait le meilleur partenaire bancaire dans ce segment-là. Bien sûr. Et on travaille dessus. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, Solimi, ce qu'on est en train de créer, c'est un écosystème. C'est vraiment un écosystème où, en fait, toutes nos solutions ont toutes leur place et s'impliquent chacune et qui, dans l'ensemble, en fait, ont un gros impact d'inclusion financière efficace, mais vraiment efficient et donne accès, en fait, aux services financiers digitaux, on va dire,
à tout le monde, peu importe son rang social. Parce que j'ai toujours aussi été un peu frustrée le fait d'aller dans une agence bancaire et parce que tu es habillé simplement en jogging, qu'on ne te considère pas, et parce que tu viens en veste. Même parce si que tu ne parles pas français. Oui, ou même souvent, tu peux juste porter une veste et peut-être que tu es peut-être juste le gardien du coin. J'ai rien contre le poste de gardien, mais je vais dire, parce que tu es en veste... Tu ne devrais pas être défini par... parce que tu m'as... Donc, je mets l'accent vraiment sur nos services. C'est vraiment destiné à tout le monde, peu importe le rang social, l'inclusion vraiment financière et sociale. Et donc, on ne met les pas pour ça. On est en chemin pour ça. Et comme on disait tantôt, vivement le chocolat. Je pense que les cacaos ont été fondus et c'est en cours de préparation. Et j'espère, pourquoi pas, le prochain, comment dirais-je, la prochaine fois que tu viendras à Lomé, un autre podcast pour voir l'actualité et les nouveautés, justement, de Soligny et où est-ce qu'il en est avec la construction donc, de son écosystème. Et j'espère que d'ici là, en fait, il y aura de belles choses en vue pour notre population et au-delà de nos frontières. Bien sûr. Mais à quand, justement, ou bien est-ce que c'est en projet, justement, de scale, d'entrer sur de nouveaux marchés, d'apporter la solution ailleurs? Alors, sans spoiler, on est déjà en train d'aller au Bénin, de s'installer au Bénin. Comment? Tu donnes l'exclu ici, c'est la première fois que tu le dis. C'est la première fois que je le dis. Alors, on est en train déjà d'être au Bénin, donc d'ici... je pense la fin d'année, on sera certainement là-bas avec un produit qui fonctionne. Donc, on est déjà en train d'aller au-delà de nos frontières et en parallèle de bosser sur de nouveaux produits pour notre clientèle qui, aujourd'hui, on maîtrise mieux ses besoins et ses attentes avec toutes les analyses de données qu'on a eu à faire avec l'expérience de Niem. Voilà. Écoute, Gaëlle, il semblerait qu'on n'a pas envie de conclure, mais merci beaucoup. Merci pour ton temps. Je sais que tu as un emploi du temps vraiment chargé. Tu as eu le temps de venir discuter avec nous. C'était un plaisir. J'espère qu'on se refera d'autres discussions de ce genre. Il faut qu'on continue, bien sûr, offline. Et j'espère que la prochaine fois que je viendrai à Lomé, j'entendrai de belles choses encore sur Soligny. J'espère encore une fois, merci à Scale de mettre la lumière sur, on va dire, les acteurs de l'écosystème, mais vraiment francophones. Parce que les anglophones, je pense qu'à eux seuls, ils communiquent assez. Ouais. Donc, les pour toute l'Afrique. On est un peu réservés. Donc, merci à vous, mais vraiment avec plaisir. À toi et à travers toi, toute l'équipe. Derrière toi, Miranda et tout le reste de l'équipe. Merci de mettre la lumière, on va dire, sur nous en tant qu'acteurs de l'écosystème. Et comme tu l'as dit, vivement la prochaine fois. Exactement. Vivement la prochaine fois. Encore une fois, thank you. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour la discussion. Elle a été très enrichissante. Nous avons tourné chez Krypton Studio. Merci beaucoup à l'équipe. Merci à Gali Studio également pour la production. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.